Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes à Lisbonne, le mercredi 25 mai 1588. Au petit matin, une flotte considérable est en train de passer devant la tour de Belém. C'est un spectacle magnifique, regardez, sur la mer de Paille, le lit du Tage, cette flotte incroyable qui commence à avancer vers l'océan. 130 navires, toutes voiles dehors, toutes voiles gonflées, qui se dirigent vers l'immensité atlantique. Ils battent pavillon espagnol, tous ces vaisseaux. Alors, ça n'est pas le drapeau espagnol actuel, rouge, jaune, rouge. Ce sont effectivement des bandes horizontales, mais en haut, la bande rouge, au milieu blanc et en bas jaune. Sur le navire amiral, un grand personnage, un grand d'Espagne, qui observe toutes ces voiles, tous ces pavillons. C'est grandiose, bien sûr. Le chef de cette marine, c'est Alonso Pérez de Guzmán el Bueno y Zúñiga. Il est duc de Medina Sidonia et pour tout vous dire, il n'avait pas du tout envie de prendre la tête de cette flotte. Il a même envoyé au roi plusieurs missives pour le supplier de lui épargner une telle responsabilité, mais on n'a même pas à la cour pris la peine de lire ses complaintes. Il n'était pas censé être là au départ, Medina Sidonia. À l'origine, à la tête de cette grande flotte militaire se trouvait Álvaro de Bazán y Guzmán, qui était premier marquis de Santa Cruz, sauf que celui-ci vient de mourir à Lisbonne du typhus, là, 6 semaines avant le départ de la flotte. Le marquis de Santa Cruz était bien sûr beaucoup plus aguerri, il était l'homme de la situation, mais il n'est plus là. Et maintenant, c'est donc Medina Sidonia qui prend la barre. Il n'est jamais monté à bord d'un vaisseau, Medina Sidonia, vous imaginez ? Alors que l'autre, le marquis de Santa Cruz, qui l'avait précédé dans ce commandement, était considéré comme le meilleur amiral de toute l'histoire espagnole. Et Dieu sait qu'elle en comporte de grands marins, cette histoire-là. C'est donc une lourde tâche, une très lourde tâche même pour le duc de Medina Sidonia, et d'autant plus que la mission qu'on a confiée à cette flotte immense est très très extraordinaire, puisqu'il s'agit de faire plier Londres. Il s'agit d'organiser purement et simplement depuis la péninsule ibérique, à travers cette gigantesque flotte, d'organiser l'invasion de l'Angleterre. Franck Ferrand sur Radio Classique. En espagnol, cette flotte s'appelle Grande y Felicísima Armada, ce qui veut dire la flotte vaste et très fortunée. Bon, on a pris l'habitude de l'appeler l'invincible Armada parce qu'elle était censée être invincible du fait de son nombre et de son armement. Le contexte politique est très propice à la guerre. D'ailleurs, pour tout vous dire, à cette époque-là, en 1588, c'est toute l'Europe qui est en guerre. Alors, en France, on est en plein dans les guerres de religion. Enfin, c'est la fin des guerres de religion, mais elles font rage encore dans les Provinces-Unies. On est au début de ce qu'on va appeler la guerre de 80 ans. En Angleterre, il y a des émeutes et des rixes et des rébellions partout qui sont réprimées dans le sang. Bref, tous ces conflits ont un motif principal, et vous le savez, c'est un motif religieux. Depuis 3 générations maintenant se développe ce qu'on a appelé la réforme. C'est le protestantisme qui se répand dans toute l'Europe, et évidemment, le catholicisme installé ne se laisse pas faire, et ce sont des guerres permanentes entre catholiques et protestants. Et dans ces conflits, il y a un homme qui est un petit peu... j'allais dire, c'est le juge-arbitre. Il est dans une place de choix, mais dans une place très difficile. C'est le roi des Espagnes, c'est le successeur de Charles, qui était par ailleurs empereur Charles Quint, c'est Philippe II, bien sûr. Il est monté sur le trône en 1556, au moment de la première abdication de son père. J'ai eu l'occasion de vous raconter ça. Philippe II n'a pas seulement hérité la couronne des Espagnes, il est... alors, quand on dit les Espagnes, c'est Aragon, Castille, Léon et Navarre, mais il est également roi de Naples et de Sicile, il est duc de Bourgogne, ça c'est sur le papier, duc de Milan, et puis ne parlons pas de tous les territoires gigantesques que l'Espagne, à l'époque, contrôle de l'autre côté de l'océan.
Pour que la charge ne soit pas trop lourde, son père a donc divisé l'héritage en deux, et c'est le frère de Charles, hein, c'est son oncle, donc c'est Ferdinand, qui a lui hérité les couronnes germaniques, à commencer par la couronne du Saint-Empire. Oh, il y a eu une élection, comme toujours au Saint-Empire romain germanique, mais l'élection en question n'a pas laissé place à un gros suspense, il faut bien le dire. Donc Ferdinand est à la fois empereur, bien sûr, mais roi de Hongrie, de Bohême et archiduc d'Autriche. Ce partage de l'héritage, c'est la conséquence du constat qu'avait fait Charles Quint, qu'il était trop dur d'œuvrer sur tous les fronts. Il ne pouvait plus gouverner un si gigantesque territoire. On disait que le soleil ne se couchait jamais sur les possessions Habsbourg, mais là, on le voit, vous voyez. Surtout avec toutes les possessions américaines. Et puis maintenant, ce conflit religieux qui déchire chacun de ces territoires, vous imaginez? Bref, Philippe II a hérité les couronnes espagnoles, auxquelles il ajoute la couronne du Portugal et des Algarves en 1580. Donc maintenant, il n'y a plus de Portugal indépendant. Hein. S'il y a un vœu qui a été hérité de Charles Quint et auquel Philippe n'a pas l'intention de renoncer, c'est de lutter constamment contre ce protestantisme qui est considéré comme une gangrène à la cour d'Espagne. Ça, c'était le rêve de Charles, unir l'Europe entière dans un catholicisme lui-même réformé, si vous voulez, mais qui reste un catholicisme. Sur tous les fronts, Philippe va donc lutter contre les protestants dans les Provinces-Unies, ça c'est évident. En France, indirectement, parce qu'il aide le parti catholique et le duc de Guise, c'est ce qu'on appelle la Ligue, vous savez, et l'Espagne, militairement, lutte contre le futur Henri IV, Henri de Bourbon. Mais bien sûr, là où il faut agir, c'est dans ce qui est devenu le berceau de ce protestantisme, c'est en Angleterre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Angleterre? Pendant 4 ans, Philippe II, a été le mari de Mary Tudor, qui était une des filles du roi Henri VIII. Hein. Elle était la fille qu'avait eu Henri VIII avec sa première épouse, Catherine d'Aragon. Mary Tudor, tout à fait catholique, bien sûr. Elle est restée dans le giron de la foi catholique, comme sa mère d'ailleurs. C'est le divorce de ses parents qui a entraîné la séparation de l'Église d'Angleterre, qui a entraîné ce schisme entre l'Église anglaise et la papauté. Et Marie avait épousé Philippe. Le couple n'a pas réussi à avoir de descendance. Finalement, Marie est morte après 4 ans de mariage. Et le successeur, je devrais dire la successeur de Marie, c'est sa demi-sœur. La fille qu'Henri VIII avait eue avec Anne Boleyn, c'est Élisabeth Ière. Et là, vous avez bien compris qu'Élisabeth n'est pas catholique, elle est protestante. Et elle va défaire toute la politique que Marie Tudor, Marie la sanglante comme on la surnommait, avait constituée en Angleterre. Et c'est pire que ça, c'est qu'Élisabeth se met à soutenir partout en Europe tous les protestants qu'elle peut soutenir contre Philippe II, contre les Habsbourg, contre les monarchies catholiques. Et c'est vrai dans les Provinces-Unies, c'est vrai en France, partout. Bref, Philippe a donc perdu, si vous voulez, la couronne d'Angleterre à la mort de son épouse. Il n'a pas l'intention d'en rester là, et d'autant moins que beaucoup de corsaires anglais ont déjà pris l'habitude d'attaquer les navires qui battent pavillon espagnol. Or, toute la fortune de l'Espagne, toute l'hégémonie espagnole repose sur ces navires qui apportent l'or et l'argent des Amériques. Bref, il est grand temps d'agir. On est en 1586, Philippe II consulte son grand amiral, donc Santa Cruz, sur l'opportunité d'une expédition en Angleterre pour attaquer le mal à la racine. Voici ce qu'écrit Ivan Cloulas dans sa biographie de Philippe II. Philippe II consulta Santa Cruz pour qu'il lui donne son avis sur la réalisation de cette expédition anglaise. Dans sa réponse adressée au roi en mars 1586, Santa Cruz proposait de concentrer à Lisbonne une énorme flotte de guerre appelée en espagnol Armada. Il estimait que 150 navires seraient nécessaires pour transporter une armée d'invasion de 55 000 hommes. On formerait cette flotte en rassemblant d'abord 40 gros vaisseaux marchands qu'on se procurerait à Raguse, à Venise, en Sicile, à Naples et sur la côte méditerranéenne de l'Espagne. On y joindrait 25 galions royaux espagnols et d'autres navires, notamment des galions de combat qui avaient appartenu à la couronne portugaise, 35 bateaux marchands basques, enfin 30 caraques allemandes qui étaient sous contrat avec l'Espagne pour le transport de fournitures navales depuis la Baltique.
Un apport complémentaire de 400 navires de diverses tailles et de divers types serait nécessaire pour assurer la préparation, l'entretien, le ravitaillement, les communications de cette grande flotte. L'Armada, pendant qu'elle naviguerait vers son objectif, devrait rester dans une formation défensive afin d'éviter toute bataille navale coûteuse. 200 barges conduiraient les soldats à terre sous la protection de 40 galères et 6 galéas, redoutables forteresses flottantes. Ça ressemble un peu, si j'ose dire, en préparation, en anticipation à ce qui se passera avec le débarquement de Normandie en 1944. De gigantesques forteresses d'où, sur des barges, vont débarquer par grappes ces soldats destinés à envahir le territoire, à envahir l'Angleterre, à libérer l'Angleterre des protestants. C'est en tout cas comme ça que le roi Philippe voit les choses. Il veut renverser les Tudors, il veut qu'à nouveau le catholicisme soit chez lui en Angleterre. Vous écoutez Radio Classique. Le moral est au beau fixe à bord des navires, des vaisseaux de cette armada réputée invincible. 130 navires qui filent sous un ciel bleu avec un bon vent de sud vers les Provinces-Unies, ce que nous appelons, nous, les Pays-Bas. Il y a aux Pays-Bas des renforts. N'oubliez pas que toute cette région nordique est également sous le contrôle de la couronne d'Espagne. 30 000 hommes vont embarquer et à partir de là, on fait cap plein ouest pour aller filer vers les côtes du Kent. Le nouvel amiral, donc ce duc de Medina Sidonia, attribue le commandement à Don Alonso de Pérez Guzmán, mais la vérité c'est que sous des dehors assez coruscants, la réalité est un peu délicate. Je cite de nouveau Yvan Cloulas, c'est toujours un plaisir bien sûr. Après son pompeux départ de Lisbonne, l'Armada a gagné la haute mer le 30 mai, elle met le cap au nord, mais la nature disparate des vaisseaux ne permet pas de progresser à une vitesse raisonnable. On met 2 semaines pour franchir les 380 km qui séparent l'embouchure du Tage du cap Finistère. On fait alors une découverte fâcheuse, la nourriture embarquée est en partie pourrie. Il faut renouveler en Galice les vivres et l'eau. L'état-major décide donc de relâcher à la Corogne pour réapprovisionner l'armada. Or, l'ensemble des vaisseaux ne peut trouver asile dans ce port. La malchance veut que les bateaux qui mouillent au large soient brusquement chassés la nuit par une tornade qui s'est mise à souffler du sud-ouest. La violence du vent est telle que certains vaisseaux sont entraînés jusqu'aux îles Scilly face à la pointe extrême de la Cornouaille anglaise et 28 bateaux de l'armada se sont perdus. Et parmi eux, certains des plus puissants qui transportaient les trains d'artillerie et près de 6000 hommes. Et depuis la Corogne, Don Medina Sidonia écrit au roi pour lui demander un peu de temps. Il faut qu'on repousse l'attaque. Seulement, à la cour d'Espagne, on ne veut rien entendre. Faites route, continuez comme prévu. Et le 21 juin 1588, donc, l'armada prend le cap. 6 jours plus tard, les vaisseaux entrent dans la Manche. Et vous vous doutez bien que les Anglais vont pas se laisser faire. Ils savent ce qui est en train de se passer. Les bourgeois ont formé déjà sur la côte une milice armée. La flotte anglaise a été réunie à Plymouth. Elle compte un petit peu plus de navires que la flotte espagnole, mais évidemment, ce ne sont pas des navires aussi impressionnants, aussi puissants. Et puis surtout, les marins sont beaucoup moins nombreux. Là où la flotte de Philippe II compte près de 20 000 hommes, et tous ces 20 000 hommes sont là, prêts à se battre, les Anglais en face ne peuvent en aligner que 2 000. 10 fois moins, vous voyez un peu la disproportion. Les Espagnols ont l'intention d'entamer la bataille en abordant les navires anglais, comme ils l'ont fait à Lépante, comme on l'avait fait à Lépante contre les Turcs. Sauf que les Anglais n'ont pas du tout l'intention d'offrir à leurs assaillants une telle chance. Leurs navires sont dotés de canons et c'est à distance qu'ils ont l'intention de se battre. Il n'y a pas d'abordage du tout. Les premiers combats ont lieu le 31 juillet 1588. La flotte anglaise se place en longue file. Elle traverse les navires espagnols en faisant feu de tous les canons disponibles. Première bataille européenne entre flottes à voile armées de canons. Intéressant ça. À l'époque de Lépante, c'était encore des galères. Et puis on était allé à l'abordage et on s'était battu beaucoup à l'arme blanche. Là, on se tire dessus depuis des navires à voile. C'est une grande nouveauté. Notez la date, 1588. Ça va complètement faire basculer la stratégie à l'échelle mondiale. Et à la fin de la journée, il y a seulement 2 navires espagnols qui ont pu être coulés. Vous imaginez la déception des Anglais.
Le commandant espagnol attend des nouvelles du duc de Parme, qui est toujours aux Pays-Bas, lui, enfin ce qu'on appelle à l'époque les Provinces-Unies. Il est en train d'embarquer ses 30 000 soldats avec l'intention d'arriver lui aussi en Angleterre. Seulement, le Medina Sidonia, lui, n'a pas de nouvelles de Parme. Il s'en inquiète. Le 1er août, c'est la tempête qui vient se mêler de l'affaire, qui bouscule cette flotte espagnole, qui la ramène vers l'est. Ça, c'était pas prévu. On imagine tous ces navires qui hérissent la surface de flot de plus en plus agitée, qui maintenant est poussée vers l'est par le vent. Échange d'artillerie de nouveau, pas beaucoup plus d'impact que la première fois. Et le 7 août, le duc de Medina Sidonia, ordonne de se rendre à Calais, parce qu'on se dit que c'est là qu'on va faire la jonction avec la flotte du duc de Parme. On mouille devant Calais, le commandant espagnol a bien l'intention d'embarquer tous les hommes nécessaires à ce qui reste son but à ce moment-là, c'est-à-dire l'invasion de l'Angleterre. Franck Ferrand sur Radio Classique. On est le 8 août 1588, un peu au large de Calais. Tous les navires espagnols sont là. Ils se sont rapprochés, crochetés ensemble. Mais voilà que dans le petit matin, et encore, on distingue encore dans le ciel les étoiles. On voit arriver au loin du feu sur l'eau. Oui, ce sont des brûlots. Vous savez, des navires qui ont été chargés de matières inflammables et explosives. Le but, c'est d'incendier la flotte espagnole. Et les 8 brûlots se rapprochent dans le petit jour. Les Espagnols décrochent aussi vite qu'ils peuvent. Ils essaient de se disperser pour échapper à ces torches navales, mais le but des Anglais est réussi. Ils ont réussi à disperser la flotte espagnole et au lever du soleil, Medina Sidonia essaie de rassembler ce qu'il peut et pendant toute la journée, il va essayer de contraindre les Anglais à se battre, mais les Anglais esquivent. Ils savent qu'ils ne peuvent pas s'approcher tellement des navires espagnols et que leur artillerie à cette distance-là n'est pas suffisamment efficace. Il y a pour le commandement espagnol 2 mauvaises nouvelles. D'abord, le duc de Parme n'est absolument pas prêt à embarquer les fameuses 30 000 hommes qu'il aurait dû ramener de Hollande. Et puis deuxièmement, le vent a si bien poussé la flotte espagnole à l'est que maintenant elle est arrivée très au nord, elle est en mer du Nord. Les vents soufflent fort, pas moyen d'essayer de retourner en Espagne. Il va maintenant falloir contourner les îles britanniques par le nord. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et les Anglais, pendant ce temps-là, n'ont pas tellement de pertes. En réalité, si l'armada de Philippe II n'arrive pas du tout à ses fins, c'est avant tout à cause de ce mauvais temps, de ces conditions terribles. Et puis, disons-le aussi, le commandement n'a pas été assez efficace. Il n'y a pas eu de coordination des navires. Les Anglais n'ont pas fait grand-chose dans cette affaire, mais si vous lisez les manuels d'histoire anglaise, alors là, au contraire, on vous dit que la flotte anglaise a été héroïque et tout ça. Elle n'a pas été si héroïque que ça. Elle a esquivé, elle a bien joué. Le duc de Medina Sidonia essaie, lui, comme il peut, de ramener tout son petit monde en Espagne, en contournant les îles britanniques par le nord. Mais ça, c'est très difficile. Il faut contourner l'Écosse, vous imaginez, avec une météo exécrable. Et au moment de longer les côtes irlandaises pour redescendre vers le sud, il n'y a plus qu'une quarantaine de navires, une quarantaine qui vont aller s'échouer sur la côte, vous imaginez. En arrivant en Espagne le 21 septembre 1588, il n'y a plus que 70 navires qui sont encore valides et qui arrivent donc à La Corogne. Medina Sidonia est alité à ce moment-là et à bord de son navire amiral. Tous les bateaux ont été endommagés, tous les marins sont dans un état épouvantable. Quelques jours après son arrivée, le duc va dicter une lettre, autant qu'il peut, parce qu'il est très malade, vous l'avez compris, pour le roi Philippe II. Je suis incapable de décrire à votre majesté les infortunes et les malheurs qui nous ont accablés, parce qu'ils sont les pires que personne n'ait rencontrés durant aucun voyage. Certains des navires que nous ramenons dans ce port ont passé les 14 derniers jours sans une simple goutte d'eau potable, bien sûr. Terrible échec pour Philippe II, dont le règne ne s'en remettra pas. L'année suivante, en 1589, ce sera au tour des Anglais de préparer une grande flotte pour essayer cette fois d'envahir le continent par l'Espagne. En avril 1589, le corsaire Francis Drake, à la tête de 130 navires, va quitter Plymouth et prendre la direction de la Corogne, avec l'intention de liquider ce qui reste de la flotte espagnole, de débarquer à Lisbonne pour susciter une révolte contre Philippe II et de mettre Antoine de Portugal sur le trône
contre les Espagnols, d'établir une base anglaise aux Açores. Il arrive devant la Corogne, Francis Drake, et à ce moment-là, on dirait que c'est une habitude, le vent se mêle de la partie et ça va être un désastre pour les Anglais qui perdent pas mal de navires sur la côte. Drake fait toujours route vers Lisbonne, il organise un débarquement, mais il y a pas mal de péripéties qui vont se solder par un terrible échec. Et quand il rentrera en Angleterre 2 mois plus tard, il fera le même constat que les Espagnols. Lui aussi aura perdu la moitié de sa flotte. Voilà qui est censé rassurer Philippe II. Voilà surtout qui nous informe que désormais, le sort non seulement de l'Europe, mais de tout ce que l'Europe veut conquérir, c'est-à-dire le sort de la planète, se jouera sur les mers. Vous écoutez Radio Classique.